est-ce que vos personnages dans votre série sont celtes avant tout? Alors en fait, non, pas du tout. Voilà, donc déjà ça c'est fait. C'est vrai que, comment dire, quand je me retrouve face notamment à deux très grands spécialistes de la période, comme voilà, Jean-Philippe Javorski et comme Claudine Glose, je me sens un petit peu petite à cette table. Et non, justement, mes personnages sont dans l'Antiquité tardive, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs couches en fait sur le monde celte. Il y a eu une couche romaine, et même dans le sud, cette couche romaine se mélange énormément de choses. Et il y a en plus donc une couche de barbares, de germains qui arrivent et qui commencent déjà à faire du proto-Moyen-Âge dans le nord. Après, donc c'est au 5e siècle, en gros, l'Empire romain est devenu chrétien. Et c'est pour résumer, mais dans ce monde chrétien, quand même, d'anciennes traditions perdurent, et qui, oui, pour certaines, justement, remontent aux traditions celtes. Et dans ce monde chrétien aussi, d'anciens dieux essayent de survivre, d'anciens dieux essayent de renaître, et c'est là, pour le coup, que parmi ces anciens dieux et ces anciens esprits, on trouve du dieu et de l'esprit celte, qui, quand même, n'est pas tout à fait décidé encore à laisser la place, qui existent encore dans l'esprit des hommes, et comme ils existent encore dans l'esprit des hommes, ils existent dans le monde aussi. Voilà. Alain Grousset, est-ce qu'il est celte, votre Gaulois? Ben, jusqu'à aujourd'hui, je n'en savais rien, et c'est pour la conférence que j'ai découvert qu'il était celte. Je ne connais rien au celte, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi, ça doit être à cause de ma barbe, j'en sais rien. Non, pour moi, il était gaulois, et jeune gaulois. Simplement, ce qui m'intéressait, au-delà de son aventure, qui le fait voyager à travers toute la Gaule jusqu'à Rome, c'était un petit peu cet affrontement qu'il y avait de société entre les Gaulois et l'attirance de la société romaine, où lui, jeune, parle déjà latin, et voilà, il va s'opposer à d'autres jeunes comme lui qui, eux, veulent garder la tradition. Enfin bon, un schéma tout à fait classique. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui freinent, il y a des gens qui avancent. Et voilà, c'était ça. Mais alors, par rapport à un grand spécialiste, si toi tu es petit, moi je suis. Et vous aviez envie de rendre accessible en fait cette période-là aux jeunes lecteurs, parce que ça s'adresse vraiment aux jeunes lecteurs? Bon, lorsqu'on écrit plein de livres pour la jeunesse, à un moment ou à un autre, on a envie de faire un livre sur l'Égypte, on a envie de faire un livre sur les Gaulois, enfin bref, de remonter dans le temps, c'est-à-dire de retourner à l'école primaire que l'on a connue, et avec des moments historiques qui nous plaisent. Bon, le tout, c'est de trouver un angle d'attaque, puisqu'il y a déjà eu des centaines de livres qui ont été faits. Alors bon, pour l'Égypte, j'ai trouvé l'astuce d'un magicien, parce que là, j'ai un camarade, un ami qui est préjudicataire, et qui m'a dit que l'Égypte là commençait à jouer la magie avec les gobelets, et puis que les prêtres étaient très très forts en physique pour influencer les foules en faisant ouvrir des portes, il y a eu du feu et d'un système hydraulique. Donc voilà, j'ai parti là. Et là, ça m'intéressait, c'était une histoire avec les chiens, comme je voulais d'avoir les chiens, parce qu'ils étaient très amateurs de chiens aussi. Oui, il voyage avec deux chiens, votre personnage. Excusez-moi, il est là-bas, mais ça reste assez. Excusez-moi. Il voyage en compagnie de ses chiens et ils vont lui être utiles à la fin. Ah oui, oui, ils vont être tout à fait utiles, puisqu'ils vont participer à des combats de chiens pour gagner énormément d'argent, pour pouvoir racheter sa sœur, la sœur du héros, qui est esclave. Voilà, c'est Claudine Glose, vous aussi, vous écrivez pour la jeunesse, vous écrivez sur les faits, vous avez romancé un peu leurs histoires pour des jeunes lecteurs. C'est important pour vous d'écrire cette légende pour les jeunes lecteurs, de leur faire connaître? C'est essentiel. C'est essentiel, d'abord parce que moi je fais partie des gens qui estiment qu'on a la chance d'avoir reçu tout ce qu'on a reçu. On a tout un patrimoine qui est riche, qui est beau, et que c'est vraiment dommage de ne pas le faire, de ne pas le transmettre. Donc il se trouve qu'il y a des choses que l'école ne peut pas assurer, elle ne peut pas tout transmettre. Donc à notre tour, quand on a un monde qu'on aime, de le dire. Donc c'est vrai que j'ai fait cette série sur les fées, qui était romancée quand même un petit peu, c'est-à-dire que je repartais de personnages de la légende arthurienne, donc de personnages très très profondément celtiques, qui relèvent des anciennes mythologies celtiques, notamment Morgane
et Viviane, surtout Morgane, mais ce sont des choses à trous, c'est-à-dire qu'on prend des éléments dans des romans, ça s'étale sur 4 siècles, des auteurs différents, des présupposés différents, une relation différente à la religion, donc on a des morceaux dans mon travail, c'était, je vais faire une comparaison je vous disais les grands et les tout petits, je vais me mettre dans l'état du tout petit, ce qu'avait fait Marion Zimmer Bradley avec une infinie intelligence, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on connaît, et puis avec ce qu'on peut imaginer de plausible, on remplit les trous. Donc par exemple, pour donner un exemple précis, Viviane, on nous parle toujours de la fée Viviane, c'est la fée de fille d'un roi, elle est fée, mais on ne sait pas comment elle est fée, elle rencontre Merlin, ça on connaît bien l'histoire, mais personne ne demande jamais comment elle est née. Donc moi j'ai eu envie de lui donner une mère, une naissance, et j'ai été chercher dans les contes irlandais ces histoires de fées qui viennent un temps rencontrer un homme, qui font sa richesse, son bonheur, qui lui font parfois des enfants, et puis qui repartent dans cet autre monde celtique qui est toujours là sur notre limite. Mais oui, pour moi c'est très important, et vous parliez du centre arthurien, c'est la moitié de notre travail au centre arthurien, pas seulement moi mais toute mon équipe, que j'ai une équipe formidable, c'est de parler aux enfants, de le transmettre à tous les enfants sous toutes les formes possibles, parfois extrêmement simples, mais de leur dire voilà, ça existe, et dans l'espoir, notre espoir c'est qu'ils continueront tout seuls sur cette voie-là, qu'ils en garderont un petit quelque chose. Alors, nous tous ici présents, on a été des enfants et des jeunes lecteurs. Vous avez lu, vous, par exemple, Jean-Philippe Jaworski, vous avez lu des textes comme ça quand vous étiez enfant, avant de devenir le grand spécialiste que vous êtes? Moi, je pense qu'en ce qui concerne les Celtes, et tout particulièrement sur l'Antiquité, on ne peut pas être un grand spécialiste, parce que la matière dont on dispose est tellement lacunaire que de toute façon, on est forcé à la spéculation et aux hésitations. Et en fait, je me rends compte que dans mon enfance, oui, j'ai lu beaucoup de matière de Bretagne. Donc on en revient à la matière celtique, mais tardive, finalement, la matière celtique médiévale et littéraire. Hein. Mais à part les grands clichés Troisième République sur Vercingétorix et César, non, j'ai pas été très familiarisé. Enfant, j'ai été littéralement submergé par la mythologie grecque, la mythologie latine, dans une approche qui était très scolaire et très parascolaire. Et en fait, les mythologies d'Europe du Nord, j'ai commencé à les découvrir à travers la mythologie scandinave, avant de revenir. Alors bien sûr, il y avait le monde arthurien que je découvrais enfant à travers des romans de vulgarisation, des réécritures à destination des enfants du monde arthurien. Mais je ne comprenais pas, à cette époque-là, je les lisais comme des romans d'aventure, et je ne comprenais pas qu'il y avait un vrai terreau mythologique qui était à la source de ces récits-là. Et ça n'est que tardivement, c'est-à-dire à la fin de l'adolescence, que j'ai vraiment commencé à réaliser qu'il y avait une matière extrêmement riche, extrêmement ancienne aussi qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus alors en fait? Est-ce que c'est la légende ou est-ce que c'est l'histoire? Les deux. Les deux. On est à la croisée, on est dans le mythe. Le mythe, c'est du récit. Alors, on est ici dans une espèce de terra incognita très brumeuse, parce que justement, les données sont extrêmement lacunaires. Donc, pour un romancier, moi je me définis comme romancier, absolument pas comme spécialiste. Pour un romancier, c'est fabuleux. C'est fabuleux, on a une espèce de paysage qui se dessine vaguement, un certain nombre de repères, il y a des trous dans tout ça, on va essayer de meubler tout ça. Hein. Et puis, on est dans l'histoire, on n'est pas dans l'histoire, dans le monde celtique antique, tout simplement parce que, comme le disait Claudine, ils n'écrivent pas, donc il n'y a pas d'histoire. Alors on est dans l'histoire au sens courant, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le roman, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce au roman que la matière de Bretagne nous est diffusée. C'est-à-dire que ce sont des romanciers qui s'emparent d'une tradition qui est déjà en pleine mutation, à moitié effacée, et puis qui vont commencer à la poser par écrit. Et du coup, notre approche de la tradition celtique, les premiers grands textes, alors là je parle des textes en ancien français, c'est 11e, 12e siècle, ces premiers grands textes ne nous sont pas fournis par des historiens, mais par des romanciers. Et on sait en France que de toute façon, il existe déjà une tradition orale qui est antérieure,
On le sait en particulier grâce aux registres paroissiaux, parce que avant les premiers textes où on voit apparaître Tristan, Iseud, Arthur, les chevaliers de la table ronde, qui sont des personnages de la matière de Bretagne, donc des personnages celtiques, on voit se diffuser en Europe de l'Ouest des prénoms arthuriens. Et ça, c'est à partir du XIe siècle. Donc, je laisse parler Claude Nickel. Je voulais juste compléter ce que vous disiez avec c'est européen, parce qu'avant les romans, on a les sculptures identifiées en Italie. Donc en fait, c'est une matière romanesque. Roman historique, ça vous va pas pour vous? Vous en faites quoi de... Non, je ne vais pas jusqu'au roman historique, même si ma façon de travailler ressemble vraiment à celle d'un romancier. Travailler l'histoire. Voilà, je le documente ça. Alors, je ne vais pas jusqu'au roman historique, parce que dans le roman historique, il y a l'histoire. Et que l'histoire nécessite enquête, c'est-à-dire une démarche rationnelle de la personne qui va chercher des informations et qui va les vérifier, c'est-à-dire qu'il va avoir une démarche expérimentale. Et à partir de ce moment-là, on risque de rationaliser le récit, de vouloir fournir une explication au lecteur, et ça ne correspond pas au peu que je peux comprendre sur le fonctionnement de la mentalité celtique. Donc je rejette la notion de roman historique et je revendique la notion de roman de fantasy, parce que dans la fantasy, le merveilleux est admis et que les Celtes, Claudine le rappelait tout à l'heure, c'est le religieux qui prime chez eux, c'est-à-dire le surnaturel fait partie du quotidien, la fantasy admet le surnaturel comme étant une composante normale du récit, donc mes romans, même s'ils sont documentés, sont de la fantaisie, parce que le surnaturel, il y a quelque chose de complètement quotidien, de complètement intégré au fil de l'action. Et ensuite,